Tu n'as pas besoin que la vie soit parfaite pour te sentir épanoui, mais cette vérité inconfortable fait souvent plus mal que ce que nous admettons. Nous avons été entraînés à poursuivre le bonheur comme s'il s'agissait d'un trophée que l'on gagne lorsque tout s'aligne, lorsque l'approbation arrive ou lorsque les problèmes disparaissent. Mais la réalité est différente. Tu peux avoir tout ce dont tu as rêvé et pourtant te sentir vide. C'est le piège. Le bonheur authentique ne se donne pas et ne dépend ni de la chance ni du regard des autres. Il se construit de l'intérieur, avec des habitudes qui exigent décision et discipline, pas seulement de bonnes intentions. Si tu attends que la motivation tombe du ciel, tu resteras piégé dans la même insatisfaction que toujours. La vie ne te doit pas l'épanouissement. C'est à toi de le fabriquer. C'est ici que la philosophie stoïque cesse d'être une théorie et devient un outil inconfortable mais puissant. Ce qui compte, ce ne sont pas les circonstances, mais comment tu choisis d'y répondre. Il n'y a pas de raccourci ni de formule vide. Il faut entraîner l'esprit comme on entraîne un muscle, avec constance, avec des limites, avec une honnêteté brutale. Le bonheur se construit, il ne se trouve pas. Ta paix a un prix, tes habitudes quotidiennes. Si tu cherches quelque chose de facile, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt à cesser de perdre du temps en apparence et à commencer à prendre un contrôle réel de ton bien-être, voici 8 leçons qui vont bouleverser ta façon de vivre. 1. Apprécie ce que tu as déjà aujourd'hui. Je vais le dire tout de suite, il y a une partie de moi, et probablement de toi, qui trouve toujours une excuse pour ne pas être satisfait. Chaque fois que j'obtiens quelque chose, ce mécanisme mental s'active et me fait voir cela comme insuffisant ou presque invisible. Comme si la vie me devait une version améliorée de tout ce que j'ai. Je réalise le piège, mais je tombe quand même dedans. C'est inconfortable de l'admettre, mais l'insatisfaction est une addiction silencieuse. Elle nous maintient dans une dette émotionnelle constante, comme si nous attendions toujours le prochain dépôt de bonheur pour commencer à vivre vraiment. Et ce qui est le plus frustrant, c'est que nous savons que c'est un piège, mais nous jouons quand même le jeu. Nous sommes assis devant une table pleine de ressources, mais notre attention est fixée sur la nourriture qui arrive à la table d'à côté. C'est une posture confortable et en même temps lâche, car choisir de voir ce qui manque est plus facile que de prendre la responsabilité de ce que l'on a déjà. La mauvaise habitude de dévaloriser ce que l'on possède transforme chaque jour en une course d'endurance où l'on n'atteint jamais la ligne d'arrivée. Ainsi, le présent devient un filtre déformant où tout ce qui est précieux perd de sa clarté et où seule l'absence est amplifiée. La vérité inconfortable est que si tu n'entraînes pas ta capacité à apprécier ce que tu as aujourd'hui, tu ne reconnaîtras jamais le bonheur même si tu es face à lui. Peu importe combien tu obtiens, ni combien d'objectifs tu coches sur ta liste. Si ton attention est programmée pour le manque, tu vivras toujours dans un déficit affectif. Il y a un prix à payer pour cette habitude, et il est élevé. Tu perds du temps, tu perds la paix, tu perds des relations. La gratitude n'est pas un exercice agréable pour le soir. C'est un réajustement radical de la perception, un entraînement brutal de l'esprit pour cesser de se saboter. Il ne s'agit pas de se résigner ni de tomber dans l'autosatisfaction, mais de se concentrer sur ce qui est réellement à ta portée et d'en tirer parti. Parce que si tu ne le fais pas, la vie te file entre les doigts, en attendant quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Le bonheur n'arrive pas, il se reconnaît. C'est la ligne qui sépare ceux qui mûrissent de ceux qui restent piégés dans l'adolescence émotionnelle. Ne te laisse pas tromper en pensant que valoriser ce que l'on a est une attitude passive. C'est une décision inconfortable, car cela implique de cesser de se comparer, de cesser d'alimenter le mensonge, selon lequel le bien-être est toujours un pas en avant. Tu dois décider de couper les excuses à la racine. Chaque fois que tu retardes la gratitude, tu renforces la fracture dans ton caractère qui te fait sentir insuffisant. Et oui, c'est difficile. C'est difficile de regarder autour de soi et d'accepter que, même si tu n'as pas tout, tu as plus que suffisant pour construire quelque chose de significatif aujourd'hui. Attendre le bonheur parfait
est une forme de lâcheté. Il est plus facile de blâmer le manque de quelque chose d'extérieur que de faire face à sa propre incapacité à apprécier le présent. Rien n'est suffisant pour celui qui ne sait pas apprécier. C'est la dure vérité, sans embellissement. Le premier pas n'est pas de rêver grand, ni de chercher des formules magiques. C'est de cesser de regarder par la fenêtre et de commencer à nettoyer son propre terrain. Fais l'inventaire réel de ce que tu as, de ce que tu es et de ce que tu as accompli, aussi petit ou imparfait que cela puisse paraître. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras briser le cycle de l'insatisfaction et commencer à construire sur une base solide. La gratitude consciente n'est pas un ornement ni une mode. C'est l'outil le plus direct pour désactiver le pilote automatique du manque. Si tu la pratiques, le bonheur cesse d'être une promesse lointaine et commence à se sentir comme un investissement émotionnel qui porte déjà ses fruits. Ne te cache pas derrière la plainte facile. Fais face à la réalité avec les ressources que tu as et fais en sorte que cela en vaille la peine. Le bonheur est une décision inconfortable, mais il est à la portée de ceux qui osent le choisir aujourd'hui. 2. Choisis ton attention, pas tes circonstances. La réalité est simple et en même temps brutale. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors de toi, mais tu peux décider où tu mets ton attention. C'est la véritable frontière entre se sentir victime ou protagoniste de sa vie. Beaucoup s'obsèdent à changer les circonstances comme s'ils pouvaient façonner le monde à leur guise, et se frustrent encore et encore lorsque la vie ne répond pas à leurs attentes. C'est un piège mental qui épuise, car pendant que tu consacres de l'énergie à lutter contre ce qui ne dépend pas de toi, tu négliges le seul terrain que tu peux vraiment travailler, ton focus. L'esprit, si tu le laisses sans entraînement, devient une usine à scénarios négatifs, comparaisons inutiles et préoccupations pour des choses qui ne sont même pas sous ton contrôle. Ainsi, tu perds de vue le pouvoir concret que tu as chaque jour, choisir sur quoi tu te concentres et comment tu interprètes ce qui se passe. Si tu analyses ton quotidien, tu verras qu'une grande partie de ton anxiété et de ta fatigue ne vient pas des faits, mais de la manière dont tu les traites. Ce n'est pas le manque d'argent, le trafic ou une mauvaise nouvelle qui te draine vraiment, mais comment tu t'engages émotionnellement à ces événements, permettant qu'ils occupent trop d'espace mental. L'erreur la plus fréquente est de croire que tu dois changer l'environnement pour te sentir bien. Mais l'expérience montre que, même en changeant de travail, de ville ou de partenaire, les mêmes schémas d'insatisfaction ont tendance à revenir si tu ne modifies pas ta façon de voir. Les circonstances externes sont variables, toujours changeantes, et si tu les utilises comme base pour ton bien-être, ta stabilité sera toujours fragile. L'attention, en revanche, est un outil que tu peux entraîner et affiner. Il ne s'agit pas de nier la réalité, ni de faire semblant d'être optimiste à bon marché, mais d'apprendre à sélectionner ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. La décision stratégique est de cesser d'agir comme si tu étais une conséquence de ton environnement et de commencer à agir comme la cause de ton propre état mental. En pratique, cela signifie observer chaque situation et te demander « cela dépend de moi » ou est complètement hors de mon contrôle. Si tu ne peux rien faire pour le changer, lâcher prise est un acte d'intelligence. Si tu peux influencer, agis, mais sans te concentrer sur le résultat externe, plutôt sur la qualité de ta réponse. C'est ici que l'attention devient ta ressource la plus précieuse. Chaque fois que tu choisis de t'arrêter et de rediriger ton attention vers tes actions, tes valeurs ou tes apprentissages, tu cesses d'être prisonnier des circonstances. Le bien-être ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu choisis de l'expérimenter. Beaucoup pensent que porter attention à ce qu'ils peuvent contrôler est se résigner ou se contenter. Mais c'est tout le contraire. C'est prendre le contrôle de ton propre processus. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les difficultés, mais cesser d'alimenter la narration d'impuissance qui te paralyse. L'esprit a besoin d'un guide, et si ce n'est pas toi, l'environnement le sera. Là où tu mets ton attention, là grandit ta vie.
C'est la différence entre survivre et vraiment vivre. Lorsque tu entres dans ce mode de fonctionnement, les crises cessent d'être des menaces absolues et deviennent des opportunités d'entraînement mental. La conséquence directe de choisir ton attention est une vie beaucoup plus légère et résiliente. Tu n'es plus à la dérive des changements externes, ni ne te noies chaque fois que quelque chose tourne mal. Tu commences à remarquer que tu as des réserves d'énergie qui auparavant s'échappaient dans des préoccupations ou des comparaisons sans sens. Ta paix ne dépend plus des fluctuations extérieures, mais d'une décision consciente et quotidienne. Le véritable contrôle ne concerne pas le monde, mais ton regard. C'est la racine du bonheur authentique, la liberté de décider à quoi tu donnes de l'espace et ce que tu laisses de côté. Ton attention est l'investissement le plus important de ta vie. Si tu l'oublies, tu restes piégé dans le cycle de la plainte et de l'impuissance. Si tu le pratiques, tu retrouves ton pouvoir et tu cesses d'être un spectateur passif de ta propre histoire. 3. Protège ton énergie mentale chaque jour. L'esprit fatigué devient ton pire ennemi. Il suffit de t'observer un jour ordinaire. Tu traînes ton corps d'un côté à l'autre. Mais ce qui pèse le plus, ce ne sont pas les épaules ni les jambes, mais cette sensation de saturation intérieure qui t'accompagne même lorsque tu es assis en silence. Tu lèves les yeux et ton regard ne se fixe plus de la même manière. Tout semble flou, comme si la vie perdait en définition à force d'être mentalement épuisée. Chaque notification sur le téléphone, chaque message qui s'immisce au milieu de tes pensées, est un petit coup, mais constant, qui draine ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Ta capacité de réponse s'engourdit. Tu commences à réagir par réflexe plutôt que par décision, et chaque problème simple se transforme en un fardeau supplémentaire que tu ne sais pas où mettre. Il y a des gestes qui trahissent l'épuisement. Tu te frottes le front à la recherche de clarté, tu soupires plus longtemps que d'habitude, tu te surprends à choisir le chemin le plus court juste pour économiser ton énergie mentale. L'esprit saturé est comme un sac à dos rempli de choses inutiles que tu n'oses pas vider. Tu accumules des opinions d'autrui, des nouvelles que tu ne peux pas changer, des critiques que tu n'avais pas besoin d'entendre, et peu à peu, ce fardeau vole de l'espace à ta propre pensée. Le quotidien devient plus difficile. Prendre de petites décisions, comme quoi manger ou à qui répondre en premier, se transforme en une tâche lourde parce que ton attention est fracturée en 1000 morceaux. Ce que peu de gens admettent, c'est que cette fatigue n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de négliger tes propres limites. Nous prenons soin de notre corps avec de la nourriture, du repos et de l'exercice, mais nous laissons l'esprit à la merci de tout ce qui arrive. Nous permettons à quiconque d'entrer et de laisser sa marque. Une opinion inutile, une comparaison absurde, un problème d'autrui qui ne te concerne pas. Tu deviens le dépotoir de l'anxiété globale, et ensuite, tu te demandes pourquoi tu ne peux pas trouver une seconde de paix. Protéger ton énergie mentale n'est pas un luxe ni une mode, c'est une nécessité urgente si tu ne veux pas que ta vie devienne un reflet de la confusion générale. La discipline mentale commence par des gestes concrets. Tu fermes l'ordinateur quand il n'y a plus rien d'urgent, tu mets ton téléphone en silencieux, même si le monde continue de tourner, tu te donnes 5 minutes sans stimuli avant de dormir. Le silence est dérangeant au début, il semble vide, mais c'est le seul espace où ton esprit peut se nettoyer et retrouver de la force. La différence est brutale. Lorsque tu te permets cette respiration, la clarté revient, les idées coulent sans effort, et ton humeur cesse de dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. Le soin psychologique est un exercice quotidien, aussi réel que de se laver le visage après une longue journée. Il faut rincer l'esprit de tout ce qui n'est pas le tien. Il ne suffit pas de le savoir, il faut le pratiquer même si l'environnement exerce une pression. Les limites mentales se manifestent dans de petites actions. Tu dis non à des conversations qui ne font qu'ajouter du poids. Tu choisis intentionnellement quelles informations tu laisses entrer, tu détectes à temps quand ta tête commence à être surchargée et tu décides de t'arrêter avant d'atteindre la limite. La paix ne se trouve pas, elle se construit.
Si tu ne filtres pas ce que tu consommes, ton esprit devient une décharge émotionnelle. Prendre soin de ton énergie mentale est un acte de respect de soi. Si tu le comprends, tu cesses d'être une cible facile pour la manipulation, l'épuisement et l'insatisfaction constante. Le résultat de cette habitude est tangible. Les idées s'organisent, l'anxiété diminue et ta capacité à affronter le quotidien grandit. Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence. Le vrai bonheur commence lorsque tu prends au sérieux le travail de te protéger, de te donner de l'espace, de te fixer des limites à toi-même et aux autres. N'attends pas de t'effondrer pour le comprendre. Chaque jour, ton énergie mentale est la ressource la plus précieuse que tu as. Défends-la comme tu défendrais ta santé physique, sans excuse, sans procrastination. Un esprit clair est la base de toute vie qui en vaut la peine. Sans cette protection, tout le reste s'effondre. 4. Entoure-toi uniquement de relations authentiques. Tu vas à une réunion et tu ressens le poids de l'obligation. Tu salues, tu souris par inertie, tu réponds à des questions qui ne t'intéressent pas et intérieurement, tu comptes les minutes en attendant que le temps passe. Tu regardes autour de toi et tu remarques que la plupart des gens sont en pilote automatique, suivant le script social. Il y a des conversations qui sonnent creux, des rires qui ne naissent pas de l'authenticité mais du devoir, et des gestes qui cherchent l'approbation plus qu'une véritable rencontre. Tu termines la journée avec la sensation épuisante d'avoir été entouré de beaucoup de monde, mais de personnes vraiment proches. Tu te demandes pourquoi, si apparemment tu as de la compagnie, tu continues à ressentir une sorte de vide qui ne se remplit pas avec la présence physique des autres. Il y a quelque chose qui ne colle pas, une sorte de dette émotionnelle qui s'accumule, plus tu t'efforces de t'intégrer dans des cercles où la connexion réelle est rare. L'esprit apprend vite à survivre dans ces environnements. Tu développes de petites stratégies pour te protéger, comme feindre de l'intérêt, éviter les sujets profonds ou rire pour ne pas détonner. Mais à long terme, ce mécanisme d'adaptation a un coût. Tu commences à te méfier de ton propre jugement, tu doutes de ce que tu ressens, et tu te demandes si le problème vient de toi pour ne pas savoir profiter de la superficialité. L'inconfort t'oblige à mettre un masque. Tu adoucis tes opinions, tu caches tes véritables intérêts, et tu deviens expert dans l'art de ne déranger personne. C'est une sorte d'auto-exil dans ta propre vie sociale. La paradoxe est brutale, car plus tu t'efforces de plaire à tout le monde, plus tu t'éloignes de la connexion avec toi-même. Être entouré de beaucoup de monde n'est pas la même chose que de se sentir accompagné. Cette phrase est facile à oublier lorsque le bruit du social te distrait du travail de fond que tu as à faire. Au fond, ce qui épuise le plus, ce n'est pas la quantité de contacts, mais le manque de vérité dans ces liens. Les relations superficielles drainent parce qu'elles exigent de l'énergie sans rien rendre de solide. Tu deviens un fournisseur d'attention, de validation et de bonne humeur, mais tu reçois rarement une compréhension authentique ou un soutien réel. L'épuisement n'est pas physique, il est psychologique. Le prix à payer pour maintenir des relations vides est que tu finis par douter de ta propre valeur. Une partie de toi s'habitue à demander la permission d'exister, à chercher toujours l'acceptation des autres comme si c'était la seule façon valable de te sentir en paix. C'est un cycle que nous normalisons. Nous nous disons qu'il vaut mieux avoir quelque chose que d'être seul, même si ce quelque chose est parfois une collection de liens faibles qui ne servent qu'à masquer la peur de l'isolement. Analyser cela fait mal, car cela oblige à remettre en question le type de relation que tu as permis dans ta vie. Il ne s'agit pas de devenir hermétique ni de rejeter tout le monde, mais de reconnaître que la qualité de tes liens impacte directement ton bien-être. Le bonheur authentique ne survit pas dans des environnements où tu dois feindre pour être accepté. Il a besoin de l'oxygène de l'honnêteté, de l'écoute réelle, du soutien qui ne se négocie pas chaque fois que tu échoues ou que tu ne réponds pas aux attentes. Les relations authentiques sont celles qui te défient à grandir, mais qui te soutiennent aussi dans tes moments les moins brillants. La présence de l'authenticité est le meilleur filtre émotionnel.
Quand tu le comprends, tu commences à exiger moins de quantité et plus de profondeur. Le conflit interne survient lorsque tu réalises que lâcher des liens vides implique de traverser une période d'inconfort et de solitude. La peur de te retrouver sans personne est réelle et a une racine biologique. Nous sommes programmés pour rechercher l'appartenance. Mais la maturité émotionnelle consiste à choisir avec qui tu te relies, même si cela signifie réduire le cercle et affronter le silence pendant un certain temps. Apprendre à identifier qui apporte quelque chose et qui ne fait que prendre de la place est un acte de courage. C'est inconfortable, oui, mais c'est le seul moyen de cesser d'être otage de dynamiques toxiques et de commencer à construire un environnement où tu peux être toi-même sans demander pardon. La décision de t'entourer uniquement de relations authentiques n'est ni confortable ni instantanée, mais elle est indispensable. Elle t'oblige à revoir tes propres limites, tes peurs du désaccord et ta tendance à te contenter de ce qui est. C'est une taille émotionnelle. Tu laisses aller des connexions qui pèsent, même si cela fait mal, et tu ouvres de l'espace pour la possibilité de liens plus sains. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'honnêteté. Au final, le véritable bonheur grandit dans le terreau fertile des relations authentiques, où tu peux te détendre, baisser ta garde et être vu tel que tu es. Si tu ne choisis pas qui est à tes côtés, tu finis entouré de gens qui te font sentir plus seul que tu ne l'étais. Prendre soin de ton environnement relationnel est un acte de respect de soi radical. Et ce travail, bien que personne ne le voie, définit la qualité de ta vie bien plus que n'importe quel accomplissement extérieur. 5. Fais de la place pour le silence intérieur. Fais l'exercice mental d'observer un verre d'eau auquel personne ne prête attention. Il ne fait pas de bruit, il n'occupe pas d'espace, il n'exige pas d'applaudissements, ni ne regarde la caméra. Il est simplement là et dans cette présence silencieuse réside son pouvoir. Il contient l'essentiel sans besoin de décoration ni de justification. C'est ainsi que ton intérieur devrait fonctionner. Mais la plupart préfèrent remplir ce verre jusqu'à le faire déborder avec des conversations inutiles, des opinions recyclées et un besoin absurde de documenter chaque seconde. Le silence intérieur est une ressource sous-estimée, et je ne le dis pas pour avoir l'air profond. Je le dis parce que l'incapacité à supporter la tranquillité est l'une des principales causes de l'insatisfaction moderne. Il y a ceux qui se plaignent de ne pas trouver le bonheur, mais qui ne supportent pas le vide de ne rien faire, comme si la valeur personnelle dépendait de la quantité de stimuli qu'ils accumulent dans la journée. La vérité est que l'inconfort face au silence est le symptôme d'un esprit qui a peur de lui-même. Arrête de chercher des excuses pour remplir chaque minute de distraction. L'habitude de vérifier le téléphone chaque fois qu'il y a une seconde libre, d'allumer la télévision parce que tu ne supportes pas tes propres pensées, de narrer ta vie pour un public invisible est le raccourci parfait pour perdre le contact avec toi-même. L'idée de rester seul avec tes idées sans filtre t'effraie, comme si le silence était un ennemi dont il faut se défendre. Mais la réalité est brutale. Tant que tu ne seras pas capable de rester seul avec toi-même sans fuir, tu resteras un étranger dans ta propre vie. Le plus grand auto-illusion est de penser que tu as besoin de plus d'informations, de plus de validation, de plus de bruit pour te sentir complet. La véritable plénitude se construit justement au moment où tu es capable de ne rien faire et pourtant de te sentir entier. Prends la responsabilité de cette faiblesse. Ce n'est pas un petit défaut, c'est une fracture dans le caractère qui s'aggrave avec le temps. Tu deviens dépendant du bruit extérieur parce que tu n'as pas appris à tolérer le poids de ta propre présence. Si ton bonheur dépend de stimuli constants ou de l'approbation que tu obtiens en partageant tout, tu vis de près émotionnels. Le silence intérieur n'est ni ennui ni résignation. C'est l'entraînement le plus difficile et nécessaire pour quiconque aspire à grandir. Si tu ne peux pas supporter d'être en silence, tu ne peux pas non plus soutenir une vie pleine. Celui qui ne supporte pas son silence ne se connaît ni ne se respecte. C'est la réalité que la plupart esquivent. Ne tombe pas dans le piège de penser que le silence n'est qu'une mode wellness.
C'est une décision radicale. Elle t'oblige à faire face à tout ce que tu évites lorsque le monde est silencieux. Tu dois regarder en face tes anxiétés, tes insécurités, tes insatisfactions sans anesthésie. Cela te semble-t-il dur? Eh bien, c'est la tâche. Le silence intérieur ne se donne pas, il se conquiert à force de pratiques inconfortables. Si tu es de ceux qui ont besoin de musique, de notifications ou de conversations pour ne pas devenir fou, il te manque du courage pour te connaître. Le silence n'est pas vide, c'est un espace pour organiser tes pensées, pour voir ce qui compte vraiment et arrêter d'agir en pilote automatique. C'est là que se filtre la vérité. Ce que tu ne supportes pas en silence, tu le traînes toute ta vie. L'excuse classique est « je ne peux pas, mon esprit ne s'arrête pas ». Cette phrase est le drapeau blanc de ceux qui ont renoncé à entraîner leur attention. Au lieu de te résigner, mets-toi vraiment mal à l'aise. Éteins tout, reste immobile et écoute ce qu'il y a. N'attends pas la paix instantanée. Au début, le silence va te déranger comme une nouvelle chemise qui ne s'ajuste pas encore. Mais si tu as la discipline de traverser ce malaise, tu commences à découvrir qu'en dessous du bruit, il y a des réserves de clarté, de force et de créativité qui n'apparaissent jamais sous pression. Le silence inconfortable est la préface de l'authenticité. Si tu ne l'occupes pas, d'autres le rempliront pour toi avec des attentes extérieures. Fais de la place pour le silence intérieur et arrête de vivre comme un reflet de ce que l'environnement dicte. Le bonheur authentique n'a pas besoin de public ni d'applaudissements. Il a juste besoin que tu oses t'écouter sans filtre. Si tu ne peux pas le faire, tu n'es pas prêt à vivre pleinement. 6. Prioriser les expériences sur les apparences. J'admets qu'il y a une partie de moi qui a tendance à se soucier de la façon dont ma vie est perçue de l'extérieur, même si je sais parfaitement que cette obsession ne m'apporte rien de réel. C'est inconfortable de l'accepter, mais l'impulsion de montrer une bonne image, de sembler que tout est en ordre, que j'ai des expériences dignes d'être vues et approuvées, pèse parfois plus que le simple fait de les vivre. Ce n'est pas seulement un symptôme personnel, c'est une distorsion qui est devenue presque universelle. Nous confondons la qualité d'une expérience avec la valeur que les autres lui attribuent, ou la validation qu'elle peut obtenir dans n'importe quelle vitrine, physique ou numérique. Le mécanisme est prévisible. Plus je suis préoccupé par le fait de documenter ce que je fais, moins je suis présent dans ce qui se passe réellement. Et le pire, c'est qu'à la fin de la journée, la satisfaction que je recherche à l'extérieur se transforme en une dette intérieure qui ne se règle jamais complètement. Lorsque je priorise l'apparence sur l'expérience, je tombe dans une sorte de jeu de mirage. J'investis du temps, de l'énergie et de l'attention à fabriquer une version de la réalité qui ne correspond pas toujours à ce que je ressens. Le résultat est une fracture silencieuse entre ce que je vis et ce que je montre. Le paradoxe est que plus je m'efforce de projeter une image concrète, moins je me sens authentique à l'intérieur. Le piège est subtil. Je commence à mesurer la qualité de mes journées en fonction du potentiel qu'elles ont à être partagées ou admirées, et non par ce qu'elles m'apportent réellement. Cela devient un cycle addictif, car chaque fois que je cède à la pression de documenter ou d'embellir mes moments, je renforce l'idée que la valeur est à l'extérieur de moi. Ce qui compte, ce n'est pas comment on te voit, mais comment tu le vis. Cette phrase, bien que simple, fait la différence entre un bonheur de vitrine et une plénitude réelle. Analyser l'origine de ce mécanisme est inconfortable mais nécessaire. Il y a une racine profonde dans l'insécurité, dans le besoin d'appartenir, dans cette peur primitive d'être exclu de la tribu. Mais il y a aussi un composant de paresse émotionnelle. Il est plus facile de chercher une reconnaissance immédiate que de construire une satisfaction interne à long terme. Le problème est que cette dynamique te rend dépendant du jugement des autres et te vole l'opportunité d'expérimenter la vie de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque le focus est mis sur l'approbation, tu cesses de te demander si ce que tu fais te nourrit réellement, si l'expérience a du sens pour toi ou si elle ne fait que marquer des points dans un compte social invisible. Tu commences à perdre ton propre jugement,
à te déconnecter de ce que tu apprécies réellement et tu deviens prisonnier de l'attente collective. La conséquence directe de vivre ainsi est la superficialité émotionnelle. Les moments semblent moins intenses, les joies durent peu et la mémoire se remplit d'images sans substance. Le bonheur devient fragile car il dépend de facteurs que tu ne peux pas contrôler. La comparaison est inévitable et tu perds toujours, car dans le jeu des apparences, personne ne montre ses fractures, seulement les réussites, les voyages, les sourires retouchés. Les apparences ne comblent jamais le vide intérieur. C'est la phrase que tu devrais te rappeler chaque fois que tu ressens la tentation de sacrifier une expérience réelle pour un applaudissement virtuel. La sortie, bien qu'inconfortable, est stratégique. Commencer à décider consciemment où tu investis ton attention lorsque tu vis quelque chose d'important et être brutalement honnête avec toi-même, sûr pour qui tu le fais. Cela implique de renoncer à la narration selon laquelle tu as besoin de témoins pour valider ta joie et d'accepter que la profondeur d'une expérience ne se mesure que par l'impact qu'elle a sur ton caractère et non sur ton profil public. Il faut du courage pour cesser de chercher un public et commencer à chercher un sens personnel. Cela signifie, dans la pratique, oser vivre des moments sans les documenter, profiter sans penser à la photo, construire des souvenirs qui n'ont pas besoin d'être vus pour exister. Si tu parviens à prioriser l'expérience sur l'apparence, tu récupères le pouvoir sur ton bien-être émotionnel et tu cesses d'hypothéquer ton bonheur au jugement éphémère des autres. La plénitude réelle ne se montre pas, elle se vit, et si tu n'oses pas la choisir, tu finiras par vivre pour les yeux des autres, jamais pour toi. 7. Sois actif dans votre propre bonheur. Le bonheur ne viendra pas frapper à votre porte. Si vous restez assis à attendre que la vie soit juste, les jours passeront et la seule chose que vous récolterez sera une frustration accumulée. La plupart se déplacent par routine, exécutant des tâches en mode automatique, comme si la plénitude était la récompense finale après des années de sacrifices silencieux. Mais la réalité est dure. Rien d'important ne se produit sans votre participation active. Le bonheur authentique exige du mouvement, de la décision et un type d'effort qui est souvent inconfortable. Il ne suffit pas de désirer des jours meilleurs, ni de répéter des phrases motivantes. Vous devez vous impliquer dans votre propre processus, même si cela fait mal ou désarme de vieilles habitudes. Le bien-être n'est pas une conséquence passive, c'est une conquête quotidienne, et seuls ceux qui osent cesser d'attendre des instructions l'obtiennent. Regardez autour de vous. Les gens traversent la rue en regardant leur téléphone, mâchent leur déjeuner sans savourer, répondent par monosyllabes et avancent sans s'arrêter pour se demander si le jour qu'ils vivent leur appartient vraiment. Les gestes deviennent mécaniques, le regard s'éteint et l'énergie se dilue dans des tâches qui n'apportent rien de réel. Dans ce paysage se distingue la personne qui, bien qu'elle soit fatiguée, s'oblige à revendiquer de petits moments d'authenticité. Cela se remarque dans des détails précis. Quelqu'un qui interrompt la plainte automatique pour remercier pour le café chaud, celui qui choisit de sortir marcher même s'il n'en a pas envie, ou celui qui éteint l'écran pour vraiment écouter une conversation. Ce ne sont pas de grands gestes héroïques, mais des décisions inconfortables qui marquent un avant et un après. Le bonheur est une action, pas un accident. Cette phrase devrait vous accompagner chaque jour. Être actif dans votre propre bonheur implique de cesser de déléguer votre bien-être aux autres ou au hasard. C'est se lever le matin et, avant de se laisser entraîner par les urgences des autres, se demander ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour ajouter du bien-être à votre vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité émotionnelle. Il y a des jours où la fatigue pèse et la tentation de se résigner est forte, mais c'est justement là que se mesure le caractère. La personne qui décide de prendre en charge, même avec des gestes minimes, commence à transformer son expérience. Il n'est pas nécessaire d'avoir des réponses parfaites. Il faut de la volonté pour agir, pour ajuster ce qui est à votre portée et accepter ce que vous ne pouvez pas modifier.
La différence entre survivre et vivre réside dans ces petites interventions que vous choisissez chaque jour, même si l'environnement invite à la passivité ou à la plainte. Être actif ne signifie pas forcer une fausse joie, ni nier les moments difficiles. Cela signifie se regarder en face lorsque vous tombez dans l'engourdissement et secouer l'inertie. C'est apprendre à détecter ces schémas qui vous poussent à l'immobilisme, la procrastination, l'autocompassion, le victimisme, et prendre la décision inconfortable de les interrompre. C'est consacrer du temps à ce qui vous nourrit, même si personne d'autre ne le comprend ou ne le valide. Cela peut être aussi simple que de réserver une demi-heure pour lire sans distraction, préparer un repas que vous appréciez ou avoir une conversation honnête que vous avez reportée. Ces actions, petites mais répétées, construisent la structure interne sur laquelle repose la plénitude. Personne ne vivra pour vous ce que vous n'osez pas chercher. C'est la ligne qui sépare une vie vécue de l'intérieur d'une existence traînée par l'environnement. Rester immobile est l'option facile, mais aussi la plus coûteuse en termes d'insatisfaction. La véritable maturité consiste à accepter que le bonheur n'apparaît pas, il se construit. Cela implique des efforts, mais aussi de la liberté. Chaque fois que vous choisissez de bouger, même d'un pas, vous reprenez le pouvoir sur votre expérience. Vous vous entraînez à ne plus être victime des circonstances et vous devenez l'auteur de votre propre histoire. Ce n'est pas une promesse de bonheur permanent, c'est une garantie de sens. Le bien-être n'est pas le résultat d'une attente, mais le fruit d'une participation. Si vous n'assumez pas ce rôle actif, tout le reste est réduit à un simulacre. L'essentiel est ceci: le bonheur ne s'attend pas, il se fabrique. Décidez aujourd'hui de commencer à le construire avec les actions qui sont à votre portée. Personne d'autre ne le fera pour vous. 8. Faites de la plénitude une pratique quotidienne. La plénitude est une discipline, pas une coïncidence. C'est la vérité qui dérange le plus et que nous voulons le moins accepter, car cela implique de cesser d'attendre des moments spéciaux et de commencer à fabriquer du sens dans le quotidien. L'esprit a le vice de remettre à plus tard le bien-être. Il se convainc que la vie sera pleine lorsque certains signaux arriveront, lorsque tout sera calme, lorsque des conditions idéales seront réunies. Mais ce « lorsque » est un horizon qui n'est jamais atteint si tu n'ajustes pas le focus. Le mécanisme interne le plus dangereux est de croire que la plénitude est un résultat, pas une pratique. Tant que tu maintiens cette croyance, tu te condamnes à voir le bonheur comme un visiteur sporadique et non comme une façon d'habiter tes jours. Je me rends compte que, si je n'entraîne pas cette discipline, mon esprit joue contre moi. Il existe une sorte de résistance interne à m'engager dans le bien-être quotidien, comme si c'était un privilège qui ne m'appartenait pas, ou comme si reconnaître le bon était trahir une dette envers la souffrance. Ce conflit émotionnel est réel. Une partie de soi s'accroche à la fatigue, au découragement ou au drame parce qu'elle s'est habituée à vivre là. Cela demande du courage de briser cette inertie et de choisir, en toute conscience, de construire la plénitude, au lieu de répéter des schémas de manque. Il ne s'agit pas de croiser les doigts, mais d'exercer l'inconfort quotidien de choisir le bien-être même si l'environnement invite au contraire. La plénitude s'entraîne, elle ne se hérite pas. Cette phrase devrait être tatouée dans l'esprit de quiconque cherche à changer son histoire. L'obstacle le plus grand est le confort de la plainte. Il est facile de s'installer en pilote automatique et de laisser l'esprit recycler les vieux arguments, qu'il manque de temps, que l'environnement n'aide pas, que personne ne comprend l'effort. Mais la vérité est qu'il y a toujours une micro-décision disponible, celle de pratiquer la gratitude, celle de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, celle de prendre soin de ton esprit comme d'une ressource vitale, celle de sélectionner les relations avec rigueur, celle de vraiment plonger dans ce que tu fais. Je parle d'habitudes qui, appliquées tous les jours, érodent lentement la tendance à l'insatisfaction et génèrent un type de bien-être qui ne dépend d'aucune circonstance spéciale. Le plus grand auto-illusion est de penser qu'il suffit de comprendre cela une fois.
La réalité est que la plénitude se construit à force de répétitions inconfortables, de revenir à choisir ce qui ajoute, même si aujourd'hui c'est plus difficile qu'hier. Je reconnais qu'il y a des jours où tout semble un effort inutile, où la fatigue mentale et la pression extérieure invitent à se laisser aller. Mais c'est justement là que se distingue celui qui pratique la plénitude de celui qui l'attend seulement. Ce n'est pas que l'inconfort disparaisse, c'est que la décision d'ajouter du bien-être devient une partie de ton caractère, pas un caprice de l'humeur. La plénitude quotidienne ne repose pas sur de grands gestes, mais sur des détails inconfortables. Arrêter la pensée négative avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Abandonner la comparaison automatique, protéger ton énergie même si on te traite d'égoïste, maintenir le silence intérieur même si cela t'incommode. La plénitude commence là où l'excuse s'arrête. Je le vérifie encore et encore lorsque je choisis d'agir au lieu de pleurer. La pratique quotidienne consiste à investir en toute conscience dans ce qui te construit réellement. Ce n'est pas un acte héroïque ni une promesse de perfection, c'est une attitude de respect de soi. Le bien-être se renforce comme un muscle, et chaque jour où tu choisis de le maintenir, même un peu, tu changes en profondeur la relation que tu as avec toi-même et avec le monde. Il n'y a pas de raccourci, seulement de la discipline mentale et émotionnelle, appliquée même dans les jours gris. Au final, la plénitude n'est pas une destination spectaculaire, mais une façon d'être dans le monde qui se maintient avec des habitudes inconfortables et des décisions claires. Si tu attends la plénitude comme on attend une récompense, tu vas rester sur le seuil toute ta vie. Si tu la pratiques, même si ce n'est pas parfait, tu commences à habiter une vie qui n'a plus besoin de permission pour se sentir suffisante. Personne n'aime le reconnaître, mais la vie se soucie rarement de demander la permission avant de frapper. Il y a des moments où tu sens que tout avance sans ton consentement, que les pertes, les déceptions et les obstacles s'accumulent comme une dette émotionnelle qui ne finit jamais d'être remboursée. Cependant, ce qui pèse vraiment, ce n'est pas l'adversité, mais la posture que tu adoptes face à elle. Les stoïciens le savaient bien. Ce qui t'arrive importe moins que ce que tu choisis d'en faire. Il ne s'agit pas de se résigner ni de chercher un réconfort bon marché dans des phrases vides, mais de comprendre que chaque expérience, même la plus inconfortable, est un outil de formation. Si tu attends que la vie soit juste, tu te condamnes seulement à la frustration. La croissance n'apparaît pas quand tout va bien, mais quand tu es obligé de répondre avec intégrité, même si personne ne regarde. La volonté de transformer chaque coup en apprentissage est ce qui sépare ceux qui vivent en pilote automatique de ceux qui évoluent réellement. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'attitude. La douleur est inévitable, mais la défaite est optionnelle. Chaque jour, tu as l'opportunité de prendre le contrôle de ta réaction et de tes habitudes, de transformer l'inconfort en discipline et la perte en perspective. C'est le cœur du stoïcisme. Assumer la responsabilité, agir avec intention et faire confiance au fait que, même si tu ne peux pas contrôler le scénario, tu peux écrire ta réponse. Tout ce qui t'arrive a un coût, mais aussi un but. Et parfois, grandir signifie cesser de chercher des explications confortables et commencer à entraîner l'esprit à accepter, apprendre et avancer. 1. Choisis ta réponse, pas tes circonstances. Parfois, la vie ressemble à porter un sac à dos que tu n'as jamais choisi de remplir. Tu ouvres la fermeture éclair et découvres à l'intérieur des objets étranges, des pierres étrangères, des souvenirs hérités, des déceptions que d'autres ont laissées tomber sur tes épaules. Il n'y a pas d'option pour le vider complètement. Tu ne peux pas rendre le sac à dos ni changer ce qu'il contient. Le poids est réel. Il te gêne à chaque pas, mais le véritable point de rupture se produit lorsque tu décides que ton énergie ne sera pas consacrée à maudire les objets que tu transportes, mais à ajuster la façon dont tu les soutiens. C'est là que réside le cœur du stoïcisme. La vie ne te demande pas de contrôler les circonstances, seulement de choisir ta posture face à elles. Ce qui t'arrive n'est pas toujours juste,
Mais la justice la plus profonde surgit lorsque tu assumes la responsabilité de ta réaction. Choisir la réponse est la seule liberté qu'on ne peut pas te prendre, même lorsque tout le reste semble incontrôlable. Dans la vie quotidienne, l'esprit fabrique des excuses et des arguments pour se convaincre que le malheur dépend de facteurs externes. Il y a une tendance à penser que si les choses changeaient, si les gens étaient différents, si le passé pesait moins, si les opportunités étaient plus justes, alors tu pourrais être en paix. Mais cette pensée est un piège, c'est une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se rembourser. La croyance que le bien-être dépend de quelque chose hors de ton contrôle ne fait que multiplier la frustration, car l'extérieur répond rarement à tes exigences. Le stoïcisme te confronte à une vérité inconfortable. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le scénario des événements, mais le filtre à travers lequel tu interprètes chaque scène. Personne ne peut t'empêcher de choisir comment affronter ce qui arrive, même si la douleur est inévitable et que les pertes te secouent jusqu'au fond. Là, au cœur de l'inconfort, le caractère se forge ou se corrompt. Il y a une violence silencieuse à résister à ce qui ne peut pas être modifié. Le rejet constant des circonstances est comme serrer les dents face à une tempête qui ne cesse pas, pour découvrir que c'est la mâchoire qui finit fracturée, pas la tempête. L'habitude de lutter contre l'inévitable consomme plus de force que l'obstacle lui-même. Le stoïcisme enseigne, presque brutalement, qu'accepter n'est pas se résigner, mais cesser de gaspiller de l'énergie dans des batailles inutiles. Transformer la réaction en choix est un exercice de discipline quotidienne, pas une inspiration passagère. C'est un muscle qui se renforce grâce à de petites décisions. Respirer avant d'exploser, observer avant de juger, agir avec vertu, même lorsque personne ne regarde. Et chaque fois que tu choisis de répondre avec dignité, tu investis dans ton propre destin sans l'hypothéquer aux circonstances. Au début, cette pratique peut sembler inconfortable, voire humiliante. L'ego résiste à accepter que le contrôle est limité, que la vie ne s'adapte pas aux désirs personnels. Mais plus tu t'engages dans cette approche, plus il devient clair que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de vouloir ce que tu fais avec ce que tu as. Lorsque tu comprends cela, le sac à dos reste lourd, mais tu cesses de le haïr. Tu apprends à réorganiser son contenu, à renforcer les épaules, à marcher avec moins de ressentiment. Et alors, la vie cesse d'être une punition et se transforme en une opportunité constante de connaissance de soi. La réponse choisie est la graine de ton avenir. L'attitude est ton destin. Choisir la réponse, pas la circonstance, est l'acte de maturité le plus radical. Il n'y a pas de raccourci, pas de consolation facile. Il ne reste plus qu'à regarder à l'intérieur, reconnaître les mécanismes d'évasion et décider, une fois de plus, que la responsabilité de ta vie repose au seul endroit où tu peux vraiment l'exercer, dans ta propre décision. La liberté commence ici. Personne ne peut te l'enlever. 2. Prends en charge tes décisions quotidiennes. Le réveil sonne et ton premier réflexe est de le snoozer. Tu restes là, à regarder le plafond pendant quelques secondes, négociant mentalement si cela vaut la peine de te lever maintenant ou si tu mérites 5 minutes de plus. Comme hier, comme la semaine dernière, tu traînes jusqu'à la salle de bain, traînant aussi une chaîne invisible. Les décisions que tu laisses en mode automatique, les petites concessions qui s'accumulent et te coûtent cher bien avant que tu ne t'en rendes compte. Le café, le portable, les emails, le petit déjeuner improvisé. Tout se passe sans que tu le remettes en question, comme si la vie était programmée pour toi et que ton seul rôle était de suivre le script. Mais voici la vérité que presque personne ne veut regarder en face. Chaque micro-décision, chaque fois que tu cèdes à l'inertie, tu choisis quelque chose. Peu importe si tu le reconnais ou si tu te caches derrière la routine. Tu n'es pas un spectateur passif, tu es l'auteur de cette usure quotidienne, de cette fatigue qui s'accumule et finit par façonner ton caractère. Personne d'autre que toi n'a le contrôle sur ces actes minimes qui, additionnés, te définissent bien plus que n'importe quel grand choix occasionnel. Cesse de chercher des excuses dans la fatigue.
dans le manque de motivation, dans la météo, dans les messages qui arrivent en retard. Assez de blâmer l'agenda, la famille, le travail, l'économie. L'auto-illusion est addictive car elle te permet de remettre à plus tard l'inconfort de prendre tes responsabilités, mais personne ne va te sauver de tes propres évasions. Le stoïcisme n'a pas de patience pour ce théâtre intérieur où tu justifies ton manque de rigueur, ta tendance à procrastiner, ta peur de t'engager vraiment dans quelque chose qui te dérange. Prends en charge tes décisions quotidiennes, choisis consciemment même si la tentation est de tout laisser en pilotage automatique. Car c'est dans ce domaine où personne ne t'applaudit que se joue la véritable bataille pour ton destin. La discipline n'est pas un don, c'est une construction quotidienne dans laquelle personne d'autre ne peut intervenir. Si tu attends de te sentir inspiré pour agir, tu es condamné à vivre selon le caprice de tes émotions et de tes circonstances, et cela est une renonciation silencieuse à ta propre liberté. Les gens ont tendance à attendre que le moment parfait arrive, le signal clair, l'élan irrésistible. Mais ce moment n'existe pas. Il n'y a pas de conditions idéales, il n'y a aucune garantie de confort. Il n'y a que des jours ordinaires, remplis de décisions inconfortables que tu peux affronter ou esquiver. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces une version de toi-même qui ne respecte pas ses propres limites. Et cette version est celle qui finit par dominer ta vie. Tu te mens quand tu dis que tu n'as pas d'option. Tu en as toujours, même si cela fait mal, même si cela implique de renoncer à un plaisir immédiat ou à une excuse réconfortante. Si tu évites de choisir, tu choisis quand même. Ne pas décider, c'est décider contre soi. C'est l'une de ces vérités que personne ne veut entendre, mais qui, tôt ou tard, te frappe en pleine face. Prends en charge même tes pensées. Ne crois pas tout ce qui traverse ton esprit. L'esprit est expert pour te saboter, pour fabriquer des arguments afin de ne pas te déranger, pour justifier chaque recul. Le stoïcisme exige de toi un niveau d'honnêteté brutal. Tu n'es pas tes impulsions, tu es ce que tu choisis d'en faire. Chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, tu as l'opportunité de te dresser face à ta propre faiblesse et de prendre une décision différente. Tu n'as pas besoin que le monde change, tu as besoin de cesser de te trahir dans le quotidien. La vie se construit décision par décision, c'est tout. Personne ne va porter ton sac à dos ni organiser ta journée pour toi. Si aujourd'hui tu choisis ce qui te renforce, même si cela fait mal, tu es déjà en train de changer le cours de ton destin. Ne cherche pas de raccourci. Prends en charge. 3. Apprends de chaque chute et perte. Tomber est inévitable. Perdre, échouer, se retrouver sans réponse ou sans ce que tu voulais le plus n'est pas une exception. C'est une partie du marché d'être en vie. C'est inconfortable de l'admettre, mais nier cette réalité ne fait que prolonger la douleur et te laisse piéger dans une sorte de paralysie mentale où aucune leçon ne peut germer. L'erreur la plus courante est de voir la chute comme une anomalie, quelque chose à éviter à tout prix. Mais sous ce filtre, chaque faux pas se transforme en une dette envers toi-même, une lourde charge que tu portes sans comprendre qu'en réalité, cette expérience est un investissement. L'apprentissage profond ne se produit pas dans les moments de confort, mais au moment exact où tu réalises que tu n'as pas atteint ce que tu espérais, que les attentes se sont effondrées et que l'image que tu avais de toi-même doit être réécrite. C'est ici que commence le travail stratégique. Analyser, pas pleurer. L'esprit, entraîné à protéger l'ego, cherche des coupables externes ou des explications faciles. Mais se laisser emporter par le ressentiment ou la plainte, c'est choisir volontairement le rôle de victime, laissant passer l'opportunité de voir ce que la situation te montre sur toi-même. Le stoïcisme ne te demande pas de célébrer la douleur, mais de l'interroger en profondeur. Quelle partie de toi résiste à accepter la perte? Quelle croyance se fracture lorsque tout va mal? Ces questions, loin d'être philosophiques, sont des outils pratiques pour désamorcer le récit automatique qui t'empêche de grandir. Ce n'est qu'en affrontant de front ce que la chute révèle, tes peurs, tes limites, tes schémas répétitifs, que tu peux transformer un échec en matière de construction interne.
L'autocompassion est un piège déguisé en réconfort. Ce dont tu as besoin, c'est d'une honnêteté brutale envers toi-même. Ce n'est pas la perte qui définit ton destin, mais ce que tu décides d'en tirer. Chaque fois que quelque chose se brise, une porte s'ouvre également pour revoir tes méthodes, tes attentes et tes priorités. La douleur est un système d'alarme, pas une punition. Si tu l'ignores, tu répètes les mêmes erreurs déguisées en malchance. Si tu y prêtes attention, tu peux rediriger ton énergie vers une version plus lucide et résiliente de toi-même. Ici, il n'y a pas de magie, juste de l'analyse. Quelle décision était précipitée? Où a-t-il manqué de rigueur ou de discipline? À quel moment as-tu choisi de céder à la facilité? Le stoïcisme t'enseigne à faire l'inventaire de tes chutes, non pas pour te punir, mais pour ajuster la stratégie. Perdre n'est pas reculer, c'est corriger la direction. C'est la différence entre stagner et évoluer. Ne te trompe pas. Apprendre de la perte exige du courage, car cela implique de regarder de front ce que tu préférerais cacher, d'assumer la responsabilité de ce qui était entre tes mains et de lâcher prise sur ce qui n'a jamais dépendu de toi. La tentation de rester à vivre dans le regret est forte, mais il est encore plus coûteux de ne pas tirer de sens de l'expérience. Chaque échec est un miroir inconfortable qui t'oblige à revoir tes standards, tes limites de tolérance, tes mécanismes d'évasion. Si tu répètes les mêmes justifications, tu te condamnes au même résultat. Si tu prends la chute comme un signal d'ajustement, l'expérience cesse d'être un obstacle et devient une matière première pour ta croissance. Tout ce qui fait mal ne te détruit pas. Beaucoup de ce qui fait mal te construit. C'est une règle que peu acceptent, mais que tous, tôt ou tard, finissent par vérifier. Le sens de la vie ne surgit pas de l'accumulation de succès, mais de la transformation de chaque perte en leçon. Adopter cette approche ne te rend pas invulnérable, mais te rend invincible dans ce qui compte. La capacité d'apprendre, de t'adapter et d'avancer avec plus de lucidité. Le véritable progrès ne se mesure pas en victoires externes, mais dans la profondeur de ta compréhension interne après chaque chute. La croissance n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Ou 4, trouver du sens à chaque étape vécue. Il y a un moment inconfortable dont presque personne ne parle. Vous vous retrouvez assis à la table de la cuisine, regardant l'assiette vide, repassant en silence chaque étape de votre vie comme si c'était des pièces détachées qui ne s'emboîtent pas. Vous ressentez une douleur dans l'estomac en vous remémorant des années entières où tout semblait suspendu, attendant que quelque chose de grandiose se produise, qu'un signe arrive et soudain justifie chaque effort, chaque chute, chaque routine sans éclat. Mais la vérité s'impose dans le calme de cet instant. Bien des fois, vous avez traversé des chapitres entiers sans comprendre à quoi ils servaient, vous déplaçant par inertie, répétant des gestes automatiques. Le bruit du réfrigérateur, la lumière froide du matin, la façon dont vous pliez les lèvres en pensant à ce que vous avez perdu ou à ce qui n'est jamais arrivé. Ce sont des détails minimes, presque invisibles, mais c'est là que réside la réalité de chaque étape. Il n'y a pas de bande sonore, pas d'applaudissements, pas de témoins. Juste vous, avec la mémoire sur le dos, vous demandant si tout ce parcours a eu un sens réel. L'esprit est habile à réclamer des explications immédiates. Il veut que chaque douleur, chaque rupture, chaque attente frustrée apporte avec elle une récompense visible, un motif clair. Mais la vie ne s'organise pas selon vos attentes. Les périodes de vide, d'incertitude, de travail silencieux, celles qui semblent être une perte de temps de l'extérieur, façonnent en réalité une partie de vous que vous ne pourriez pas comprendre pendant qu'elle se produit. Le stoïcisme vous oblige à regarder sans fioriture. Chaque étape, même celle que vous méprisez ou que vous aimeriez effacer, est un investissement qui accumule des intérêts à long terme. Le sens ne crie pas, ni ne se proclame avec des banderoles. Il est subtil. Il se révèle dans la façon dont votre caractère s'est durci face à l'adversité, dans la facilité avec laquelle vous résolvez aujourd'hui des problèmes qui vous submergeaient autrefois, dans le calme que vous avez appris à maintenir quand tout semble s'effondrer.
Ce que vous voyez aujourd'hui comme une erreur ou une perte inutile a en réalité été un entraînement brutal pour votre patience, une épreuve silencieuse pour votre discipline ou une leçon coûteuse sur vos propres limites. Marchez dans la rue et voir votre reflet dans la vitrine d'un magasin fermé. Remarquez les rides autour de vos yeux, la façon dont vous vous arrêtez pour observer des inconnus. Tout cela est le résultat d'étapes que vous n'avez pas choisies, mais qui vous ont forgé de la même manière. Les silences gênants dans une conversation, la tension dans les épaules après une discussion qui n'a mené à rien, la fatigue accumulée après des semaines sans bien dormir. Chaque détail sensoriel est une preuve que vous avez vécu, même lorsque vous avez eu l'impression d'être bloqué. Le sens ne vient pas comme un éclair, mais se construit dans l'arrière-boutique des jours, dans les petits renoncements, dans la capacité de vous maintenir lorsque rien n'a de sens. Chaque étape apporte quelque chose, même si cela fait mal de l'admettre. Cette phrase peut déranger, mais elle est indéniable. L'erreur la plus coûteuse est de mépriser les périodes de vide ou les moments où tout semble en pause. La maturation se produit dans le silence, souvent déguisé en ennui ou en frustration. Ce qui vous semble aujourd'hui une perte de temps peut être la base de la sérénité dont vous aurez besoin demain. Le sens se révèle lorsque vous cessez de chercher des coupables et vous permettez d'extraire du sens de chaque expérience. La vie vous enseigne à travers la répétition et l'usure, pas seulement dans les triomphes visibles. Lorsque vous acceptez cela, vous cessez de mépriser vos propres cicatrices. Vous comprenez que chaque habitude, chaque conversation difficile, chaque solitude inattendue préparait le terrain pour une version de vous qui n'existait pas encore. Si vous apprenez à observer le poids de chaque étape sans jugement, vous commencez à découvrir que ce qui semblait inutile était indispensable. Rien n'est un hasard, tout est préparation. Cette phrase est brutale, mais elle vous libère. Ne vous obsédez pas avec l'idée que tout doit avoir un but immédiat. Le stoïcisme vous pousse à croire que le véritable sens se révèle en rétrospective, lorsque vous regardez en arrière et comprenez que tout s'est emboîté d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre tâche n'est pas d'exiger des explications à la vie, mais de traverser chaque phase avec la plus grande honnêteté et présence possible. La plénitude ne se trouve pas dans les grands moments, mais dans la façon dont vous assumez et traversez chaque étape, même lorsque vous ne comprenez rien. Si vous vous abandonnez à ce processus, le sens finit par vous atteindre, pas avant. Ayez confiance dans le chemin, même lorsque vous ne voyez qu'un pas devant vous. 5. Le but se révèle en agissant. Le sens ne se trouve pas en restant assis, il se révèle lorsque tu te mets en mouvement. C'est la vérité inconfortable que l'esprit évite, car il attend des certitudes avant de prendre des risques, des garanties avant d'agir. Mais la vie ne fournit jamais de carte complète ni de promesse de succès. Elle t'offre seulement le terrain incertain de la réalité et la possibilité de choisir d'avancer. Le mécanisme interne qui te freine est souvent le besoin de comprendre chaque étape avant de la franchir. Une obsession pour le contrôle absolu qui te paralyse et te convainc que tu n'es pas encore prêt, que tu as besoin de plus de clarté, de plus de signes, de plus de réponses. Mais cette attente est un piège silencieux. Plus tu retardes l'action, plus le but s'embrouille dans la confusion mentale et l'autocritique. Le sens n'est jamais théorique, il est toujours pratique. Il ne se révèle pas dans la contemplation passive, mais lorsque tu traverses l'inconfort et que tu t'engages avec la vie, même si tu ne comprends pas tout à fait pourquoi. L'esprit fabrique le mirage selon lequel le but est un trésor caché, quelque chose que tu découvriras un jour si tu analyses suffisamment, si tu penses plus fort, si tu accumules des idées et des routes possibles. Mais ce mécanisme n'est qu'un masque de peur. Peur de te tromper, de perdre du temps, d'échouer en public, de te décevoir avec tes propres limites. Le but, en réalité, se façonne pendant que tu marches. Il émerge de la friction avec l'expérience, de la discipline d'affronter ce que tu ne veux pas voir,
de l'honnêteté brutale, d'accepter tes véritables motivations, même quand elles te mettent mal à l'aise ou contredisent l'image que tu voudrais avoir de toi-même. Personne ne va te remettre un manuel personnalisé, ni un signe clair que ce projet, cette relation, cet effort spécifique est la réponse définitive. La seule façon de le savoir et de le faire, et dans ce processus, le pourquoi s'éclaircit pas à pas. Le but grandit dans tes pas dans tes plans. C'est ce qui fait le plus mal à accepter. Tu n'as pas droit à des certitudes avant d'agir. Le sens ne se négocie pas depuis le confort, ni ne s'achète avec une réflexion sans risque. Ton esprit cherchera des excuses sophistiquées pour retarder l'inévitable, pour reporter cet appel, ce début, cette renonciation, cette conversation inconfortable. Il dira que tu as besoin de plus de préparation, de plus de ressources, de plus de temps. Mais le fond réel est la peur d'échouer de manière visible, de devoir ajuster l'identité qui te semble confortable et prévisible. Agir, même de manière imparfaite, brise ce cercle vicieux. Chaque pas, même ceux qui semblent ne mener nulle part, sculptent une réponse dans ton caractère que tu n'aurais même pas soupçonné capable de construire. Le sens arrive ensuite, presque toujours déguisé en habitude ou en routine, lorsque tu regardes en arrière et comprends que le simple fait de t'être déplacé a changé les fondements de ta vie. Ne cherche pas le but, construis-le en chemin. Au fond, la question n'est pas « que dois-je faire pour avoir un but ?», mais « comment m'entraînais-je à avancer sans garantie ?» Le but n'est pas un objectif lointain, c'est un effet secondaire de l'action consciente, de la décision quotidienne, de ne pas céder à la paralysie de l'analyse. La véritable sagesse stoïque ne réside pas dans le rêve de la clarté absolue, mais dans la dignité d'agir au milieu de l'incertitude. Chaque fois que tu t'engages, même si tu ne comprends pas le sens complet, tu fais crédit à ta propre capacité de t'adapter, de supporter l'erreur, d'apprendre en cours de route. C'est là que le but devient tangible. Lorsque tu cesses d'attendre la révélation et décides de te mouvoir, même si c'est avec peur. Le but ne vient pas avant l'action, il apparaît après l'engagement. C'est la loi que personne ne peut éviter. Si aujourd'hui tu agis, même si tu doutes, même si ta main tremble, tu seras plus près de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Personne ne peut parcourir ce chemin à ta place. Tout sens vient après le mouvement. Attendre de te sentir prêt est la manière la plus élégante de te saboter. Choisis d'avancer même sans certitude. La clarté est une récompense, pas une condition. 6. La discipline forge ton caractère intérieur. Le caractère intérieur ne se forme pas dans le confort, mais comme l'acier, sous pression, en répétant le même coup jusqu'à ce que la forme résiste et se tienne seule. La discipline est ce marteau qui ne demande pas si tu en as envie. Si aujourd'hui tu te sens inspiré, si l'humeur est de la partie ou si les conditions sont idéales. Peu importe s'il pleut ou s'il fait chaud dehors, si tu as bien dormi ou si tu traînes de la fatigue, la discipline s'impose, elle ne se négocie pas. Chaque fois que tu remets à plus tard l'effort et que tu te justifies avec des excuses faciles, l'emploi du temps chargé, la mauvaise humeur, la paresse qui se déguise en épuisement, tu t'entraînes seulement à perdre, renforçant la version la plus faible et complaisante de toi-même. La discipline n'est pas un talent, c'est une exigence que personne ne te demandera sauf toi. Et c'est là que la plupart échouent. Ils attendent la motivation, ils attendent la compréhension, ils attendent que le moment idéal arrive. Il ne vient pas, il n'existe pas. La rigueur te sauve quand la volonté s'effondre. C'est une vérité difficile à accepter, mais qui finit par te submerger si tu l'ignores. La société vend la fantaisie que tu peux réaliser de grands changements avec de petits pas sporadiques, qu'il suffit de te le proposer de temps en temps, que la discipline est flexible et s'adapte à tes états d'âme. C'est un mensonge. La discipline est brutalement honnête. Soit tu agis, soit tu restes stagnant. Il n'y a pas de zone grise. Chaque jour où tu cèdes à l'automatisme, chaque décision que tu laisses entre les mains du confort, est une brique de plus dans la prison de ta médiocrité.
Il n'y a rien d'épique à laisser les choses inachevées, à te promettre que demain sera différent et à tomber encore et encore dans la même boucle. Crois-tu vraiment que le caractère se forge avec des intentions vagues et des efforts tièdes? Ce que tu tolères dans le petit devient ta norme pour le grand. Si aujourd'hui tu choisis la facilité, demain tu n'auras pas de structure interne pour affronter la difficulté, car tu auras domestiqué ton esprit à la loi du minimum effort. Le stoïcisme est impitoyable à ce sujet. Il ne se soucie pas de ton état d'âme, seulement de tes actions. Il ne se préoccupe pas de ce que tu penses de toi, mais de ce que tu fais quand personne ne regarde, quand la tentation d'abandonner est plus forte que la volonté d'avancer. Le caractère ne se négocie pas dans des discours motivationnels, il se taille dans l'argile de la routine, dans cette heure inconfortable où personne ne te félicite et où tu doutes toi-même de la valeur de tes efforts. La discipline t'oblige à regarder en face le sabotage intérieur, la voix qui te dit que tu peux sauter un jour, que tu mérites une exception, que tu as déjà fait assez. Cette voix est ton ennemi le plus dangereux. La vraie discipline n'est pas rigide, mais elle est intransigeante avec l'autocomplaisance. Si tu te permets une excuse, tu te prépares à 1000 défaites. Il n'y a pas d'échappatoire. Cette image de la discipline comme un fardeau lourd n'est qu'un autre piège de l'auto-illusion. En réalité, la discipline est le seul investissement qui ne te trahit jamais. Chaque habitude inconfortable, chaque routine respectée, chaque décision prise avec rigueur est du capital accumulé dans ton compte interne. Tu ne remarques pas la croissance jour après jour, mais il arrive un moment où ton caractère se renforce, ta parole pèse, ta réaction automatique est la fermeté, pas l'abandon. Les gens admirent ceux qui parviennent à rester fermes dans l'adversité, mais personne ne voit les milliers de jours où ils ont choisi la discipline, même si personne ne les applaudissait. Il n'y a pas de gloire dans ce qui est visible, seulement un travail silencieux derrière le rideau de la vie quotidienne. Ton caractère n'est pas un accident, c'est le résultat direct de combien de fois tu as dit oui au devoir et non au confort déguisé en nécessité. L'échec n'est pas de tomber, c'est de se rendre à la version molle de soi-même. La discipline est le seul véritable bouclier contre l'érosion quotidienne de la médiocrité. Ne cherche pas de raccourcis. Ne te laisse pas séduire par le discours de l'indulgence. Chaque décision compte. La discipline forge ton caractère intérieur, même si le monde ne le voit jamais. Sans discipline, le caractère n'est qu'une façade fragile. C'est la ligne de démarcation entre ceux qui avancent et ceux qui ne se racontent que des histoires. 7. Pratiquez la gratitude même dans la difficulté. Vous baissez le store de la chambre à la fin d'une longue journée, repassant tout ce qui s'est mal passé. Le patron qui vous a demandé plus que ce que vous pouviez donner. La dispute absurde à la maison. Le courriel qui n'est pas arrivé. La fatigue qui ne s'en va pas même avec 3 cafés. L'esprit, fatigué, fait un inventaire des frustrations presque de manière automatique, comme si enregistrer ce qui manque ou ce qui fait mal était un devoir supplémentaire. Il est facile de tomber dans cette habitude, concentrer son attention sur ce qui fait mal, ce que vous n'avez pas, ce qui a été perdu en cours de route. Mais si vous analysez le mécanisme, vous voyez que cette focalisation finit par déformer la perception de la réalité, la réduisant à une liste interminable de manques. L'insatisfaction ne surgit pas seulement de la difficulté, mais d'une comparaison constante avec l'idéal, ce qui aurait dû être ce que les autres semblent avoir résolu. Le problème est que ce filtre finit par devenir permanent. Vous vous habituez à regarder la vie à travers ce qui manque, et, sans vous en rendre compte, vous devenez aveugle à ce qui demeure, à ce qui fonctionne même au milieu du chaos. La gratitude, dans le cadre stoïque, n'est pas un acte sentimental, ni un optimisme naïf. C'est un outil stratégique de recadrage mental. Pratiquer la gratitude dans la difficulté n'est pas ignorer la douleur ni masquer les pertes. C'est un exercice conscient de regarder la totalité et non seulement la fracture.
Lorsque vous entraînez l'esprit à identifier ce qui reste debout, même si c'est peu, même si c'est imparfait, vous introduisez un coin dans le cycle automatique du découragement. Il ne s'agit pas de nier la fatigue, ni de forcer un faux sourire, mais de reconnaître que même dans la pire des journées, il y a quelque chose qui, sans votre attention, vous soutient déjà. Votre capacité à penser, un lien authentique, le simple fait d'avoir traversé la journée sans abandonner. La gratitude, en ce sens, est une correction volontaire du focus. C'est décider de regarder avec rigueur ce que l'habitude considère comme acquis. La gratitude est une discipline mentale, pas un réconfort bon marché. C'est la différence clé pour le stoïque. Vous ne remerciez pas parce que tout va bien. Vous remerciez parce que vous comprenez que, même dans le désordre, il y a des ressources internes et externes qui vous ont permis de résister. La difficulté, vue avec honnêteté, révèle la carte de vos soutiens invisibles. Pourquoi restez-vous debout après un coup? Parce qu'il y a quelque chose, même minime, qui ne s'est pas brisé. L'erreur commune est de penser que la gratitude ne s'applique qu'aux grandes réalisations ou aux moments de calme. Mais la véritable épreuve réside dans le fait de remercier lorsque tout semble contre vous. Ce n'est pas de la résignation, c'est un entraînement de la perception. Si vous vous concentrez uniquement sur ce qui manque, vous cultivez le ressentiment et la faiblesse. Si vous vous obligez à voir ce qui résiste, vous renforcez votre structure interne. La gratitude dans l'adversité est la manière la plus efficace d'éviter l'auto-illusion du victimisme. C'est un rappel constant que vous n'êtes pas une somme de pertes, mais le résultat de ce que vous avez su soutenir et transformer. D'un point de vue rationnel, pratiquer la gratitude dans la difficulté est un investissement psychologique. Cela change la chimie de vos pensées, réduit la réactivité émotionnelle et vous prépare à répondre avec plus de lucidité la prochaine fois que la vie vous demandera plus que ce que vous attendiez. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie. Là où d'autres ne voient que des ruines, vous entraînez l'œil à détecter les fondations qui restent solides. Remercier ce qui reste, c'est renforcer ce qui vient. Vous n'avez pas besoin que la vie soit parfaite pour reconnaître ses cadeaux, vous avez besoin de rigueur pour ne pas devenir esclave de la plainte. Chaque nuit, en fermant le store, vous pouvez choisir l'inventaire qui vous convient le mieux, celui des pertes ou celui des ressources. Ce choix est le premier pas pour transformer toute difficulté en une véritable opportunité de croissance. 8. Fais confiance au processus de ta vie. La vie n'a aucune obligation de te donner des explications. Ce qui arrive, arrive. Il n'y a aucun contrat signé qui te garantisse que chaque étape sera confortable ou que tout aura du sens au moment où tu la traverses. Tu regardes tes mains posées sur la table, tu examines les marques sur ta peau, tu comptes les secondes dans une salle d'attente où tu sens la sueur froide avant une conversation difficile. C'est ainsi que se vit le processus réel, sans fioriture ni promesse. L'esprit exige des certitudes, mais la seule chose sûre est que la vie se déplace par cycles que tu ne peux ni forcer ni accélérer. Parfois, tout semble avancer trop lentement, comme si le progrès était arrêté et que les jours étaient identiques, sans signe clair d'avancement. Dans ces moments-là, la tentation est de te saboter, te comparer aux autres, mépriser ton propre parcours, penser que tu es victime d'une erreur de calcul cosmique. Mais la réalité est autre. Tout ce qui te dérange aujourd'hui affine des parties de toi que tu ne sais même pas qu'elles existent. La croissance ne crie pas, ne s'annonce pas. Elle se glisse dans des gestes minimes, la façon dont tu soutiens un regard alors que tu l'évitais auparavant, la patience avec laquelle tu tolères le silence, la manière dont tu réessais après un nouvel échec. C'est ainsi que se sculptent les fibres invisibles de ton caractère. Faire confiance au processus de ta vie signifie accepter que tu n'es pas le réalisateur absolu du film, mais le protagoniste qui apprend en cours de route, souvent sans scénario préalable. Il est facile de désespérer lorsque les résultats ne viennent pas, lorsque les opportunités semblent se fermer les unes après les autres, lorsque chaque matin tu répètes la même routine dans l'espoir d'un signe de changement.
Le stoïcisme ne te promet pas de récompense immédiate ni de raccourci pour éviter la douleur. Il te confronte à la vérité inéluctable que le processus est le véritable maître. Le sens apparaît après l'effort, pas avant. Ta tâche n'est pas d'exiger à la réalité qu'elle s'adapte à tes délais, mais de discipliner ton esprit pour résister à l'anxiété du résultat. Observe tes gestes quotidiens. Le froncement de sourcils en regardant l'horloge, les épaules tendues face à une attente, la respiration retenue avant de recevoir une réponse. Chaque micro-geste révèle combien il te coûte de faire confiance, combien tu essaies de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. La maturité est d'accepter que chaque situation qui te frustre aujourd'hui construit une version de toi plus résistante et moins dépendante du hasard. Tu n'as pas besoin de comprendre la carte complète pour faire le prochain pas. Le processus de la vie est cumulatif. Chaque petit avancement, chaque chute, chaque perte, chaque jour qui semble inutile compte. Tu ne le remarques pas sur le moment, mais un jour, tu te découvres agissant avec une solidité que tu n'imaginais pas possible. La confiance dans le processus n'est pas de la naïveté, c'est un rigorisme appliqué à la patience. C'est résister à l'impulsion de te précipiter juste pour sentir que tu avances, c'est tolérer l'inconfort de ne pas savoir et pourtant choisir d'agir avec cohérence. Ce qui pèse aujourd'hui te soutiendra demain. C'est une phrase que aucun auto-illusion ne peut effacer. Si tu acceptes cette logique brutale, tu cesses de lutter contre le rythme de la vie et commences à collaborer avec elle. Tu prends des décisions basées sur des principes, pas sur des impulsions. Tu ajustes ton approche, pas ta dignité. Cela se remarque dans la façon dont tu te relèves après une semaine difficile, dans la manière dont tu écoutes sans interrompre, dans la façon dont tu choisis l'effort quand personne ne t'y oblige. Le processus ne se négocie pas, il se traverse. Que cela te plaise ou non, chaque étape apporte un entraînement spécifique. Elle renforce quelque chose, révèle une faiblesse, t'apprend à lâcher prise sur ce qui ne sert plus. Si tu veux vraiment avancer, tu dois cesser d'exiger des garanties et commencer à faire confiance au fait que chaque expérience, même la plus âpre, remplit une fonction précise dans ta formation. Ne contrôle pas le processus, renforce ta réponse. C'est la consigne qui sépare ceux qui mûrissent de ceux qui survivent simplement. La confiance dans le processus de ta vie n'est pas d'attendre passivement que tout s'améliore, mais de persister dans l'effort quotidien, même si la récompense n'est pas immédiate. C'est te lever chaque jour en sachant que le sens ne se voit pas toujours à première vue, mais se ressent dans la force que tu es en train de construire. À la fin, ce qui reste n'est pas le chemin que tu as rêvé, mais la solidité que tu as gagnée en le parcourant. La vie ne te doit pas d'explication. Tu te dois la discipline de faire confiance et de continuer à avancer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.